America is back. C'est la formule que Joe Biden utilise très régulièrement et il faut reconnaître, oui, l'Amérique est de retour. Tout d'abord sur le plan de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les États-Unis sont le pays qui ont le plus souffert en termes de nombre de morts de cette pandémie du fait de la gestion catastrophique de Donald Trump. Et là, il y a un plan de vaccination qui force le respect. 100 millions d'Américains vont bientôt être vaccinés contre le Covid-19 et pour Biden, le 4 juillet pourra être fêté normalement cette année puisque la pandémie sera vaincue. Plan de relance aussi économique. 1900 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie qui est mis sur la table pour relancer l'économie américaine. Donc sur le plan interne, il y a effectivement un retour de l'Amérique. Retour également sur le plan international. Retour dans l'OMS, retour dans le système multilatéral, retour dans l'accord de Paris. La destruction du système multilatéral auquel Donald Trump s'était exercé depuis 4 ans a pris fin et les États-Unis sont de retour dans le système international, y compris bien sûr par rapport aux alliés dans l'OTAN et en Asie. Et puis coup sur coup, il y a eu 2 déclarations choc de Joe Biden qui qualifie Poutine de tueur et d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui qualifie de génocide ce que font les Chinois par rapport aux Ouïghours. Comment interpréter ce durcissement? Parce que là, c'est plus qu'un retour. C'est effectivement une contre-attaque. C'est l'Empire qui contre-attaque. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Joe Biden, qui était qualifié de Sleepy Joe, de Joe l'endormi, par Donald Trump, veut montrer que sur le plan de la réponse virile, il peut faire aussi bien, voire mieux que Donald Trump, qui avait laissé filer Poutine et Xi Jinping. Il veut apparaître comme étant l'homme fort et faire apparaître en conséquence Trump comme ayant été faible au cours de son mandat pour le priver de son argument favori. Et bien sûr, Biden veut défaire ce que Trump avait fait de la même façon que Trump avait voulu défaire ce que Obama avait fait. Donc il fait l'inverse de la politique de Trump. Il y a également un attachement sincère des droits de l'homme de la part de Biden et de l'ensemble de son équipe qui veulent placer le mandat sur le thème de la défense des droits humains, de la défense des droits de l'homme, un retour finalement à une politique offensive des États-Unis. Et là-dessus, il veut être cohérent puisqu'il parle bien sûr de ses rivaux stratégiques, mais également des alliés. Il ne laisse pas passer les manquements aux droits de l'homme de l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr, il n'y aura pas d'accusation d'Israël, il a protégé Israël contre la saisine de la Cour pénale internationale, mais on peut penser que, Israël mis à part, les manquements aux droits de l'homme des alliés des États-Unis seront moins passés sous silence que lorsque Trump était au pouvoir. Il y a aussi, dans le cas de la mise en accusation de Poutine, un aspect personnel. Les Russes avaient mis en avant les liens de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, avec les Ukrainiens. Ils avaient révélé un salaire de 50 000 $ par mois lié à des affaires ukrainiennes et donc avaient un peu mis en cause directement Joe Biden pendant l'élection présidentielle et Biden renvoie la monnaie de sa pièce à Vladimir Poutine. Mais il y a bien sûr la volonté de réaffirmer les liens avec les alliés, de les raffermir. Les pays européens étaient très inquiets de la politique de Trump, la mise dans l'accusation d'être un ennemi, l'Union européenne, ennemie des États-Unis, le fait que pour Donald Trump, l'OTAN était obsolète. Là, Joe Biden veut les rassurer, l'Amérique est de retour et il qualifie la menace russe pour que les pays européens rentrent dans le rang et fassent de nouveau confiance aux États-Unis. De même qu'en désignant la Chine comme une menace, les États-Unis veulent rassurer le Japon, l'Australie et l'Inde et faire une coalition anti-chinoise. On parle un peu de faire une sorte d'OTAN en Asie, bien sûr, pour contrer la menace chinoise. La Corée du Sud est moins sensible à ce discours parce qu'elle a des liens économiques très forts. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de 64 pays, alors que les États-Unis ne le sont plus que de 38 pays. Et donc dans cette volonté, effectivement, de se lancer dans une croisade pour les droits de l'homme, il y a aussi, ce qui est tout à fait différent, la lutte pour la suprématie mondiale. C'est que les États-Unis voient atterré et anxieux la montée en puissance de la Chine et qu'ils ne l'acceptent pas, et qu'ils veulent effectivement garder la suprématie mondiale. Et là, cela n'a rien à voir avec les droits de l'homme, c'est un projet de rivalité nationale dans lequel les droits de l'homme sont un instrument parmi d'autres. Mais ensuite, que faire? Parce que lorsque l'on traite Poutine de tueur, est-ce que l'on traite avec un tueur? Alors oui, on peut dire que sur le désarmement nucléaire, on va poursuivre les négociations, mais enfin, c'est une occasion quand même assez forte. Poutine a répondu en disant qu'on va mettre tous les dossiers sur la table. Il pourrait dire peut-être que George Bush a beaucoup plus de sang sur les mains avec la guerre d'Irak et le reste, mais il va être difficile d'avoir des relations normales. On ne peut pas
mettre une accusation aussi lourde et ensuite passer à autre chose. C'est la plus grave accusation depuis très longtemps. Ni Nixon ni Kissinger, qui traitaient avec Brejnev, n'ont utilisé ce type de terme. Et donc on voit bien qu'il y a une volonté très offensive de la part de Biden qui ramène un peu finalement à un climat de guerre froide. Même chose avec les Chinois, pire encore. Génocide. Le mot est quand même lourd de sens, ce n'est pas n'importe quoi. On ne traite pas avec un génocidaire, on ne traite pas avec Hitler, on ne traite pas avec Pol Pot. Et donc là, il va être quand même compliqué de dire qu'il y a un génocide, mais que l'on discute des accords commerciaux avec la Chine, parce que c'est autre chose. Là, il faut faire attention un peu dans cette guerre idéologique, de bien mesurer les mots et de ne pas revenir à un climat de guerre froide sans pour autant en tirer des conclusions concrètes et pratiques. Alors bien sûr, raffermir les liens avec les alliés, mais est-ce qu'on va être embarqués, nous Européens, dans la lutte contre la Chine? Nous avons un propre agenda. Avec la Chine sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des droits de l'homme, mais ce n'est pas toujours l'agenda américain. Et pour nous, la Chine n'est pas une menace militaire. Elle peut l'être pour le Japon, elle peut l'être peut-être pour les États-Unis, pas pour nous. Et donc nous devons bien voir que nous avons un agenda distinct de celui des États-Unis sur certains points. Et que cette volonté de nous entraîner dans leur propre agenda ne doit pas devenir un piège. Et puis, surtout, si nous devons être des alliés, eh bien alors il faudrait que les États-Unis fassent quelque chose de sérieux sur l'extraterritorialité. Parce que ces amendes, ces injonctions de ne pas commercer avec tel ou tel pays sous peine d'amende ou de non-accès au marché américain font quand même partie d'un autre âge, d'un âge impérial dans lequel nous ne sommes pas des alliés mais des subordonnés. Donc si les États-Unis sont de retour, on peut s'en féliciter sur certains points, mais nous n'avons pas besoin d'un leadership de ce type, nous avons besoin d'un partenaire et non pas d'un pays qui nous donnerait des ordres. Et le sujet de l'extraterritorialité doit être mis sur la table si vraiment les États-Unis sont sérieux dans le fait de nous traiter comme des alliés.